Imaginez un matin d'avril. Il fait encore presque nuit. Vous êtes au bord d'une chênaie. L'air est si froid que votre souffle se dépose sur votre col. Le silence est tel qu'on entend un coléoptère s'agiter dans l'herbe et, soudain, un son tombe d'en haut. Ni cri, ni chant. Quelque chose entre le gloussement, le glou-glou et un moteur qui tourne. Il roule le long de la pente, rebondit contre les troncs, et on croirait que la forêt entière vous encercle. Vous levez la tête. Sur une grosse branche est perché un oiseau de la taille d'un petit chien. Il pèse autant qu'un enfant d'1 an, et il vient d'émettre un son qu'on entend à 1,5 km. Dans un instant, il va sauter, déployer des ailes qui atteignent presque 1,50 m d'envergure, et planer lourdement, bruyamment vers le sol, puis courir. Vous ne le rattraperiez même pas à vélo. Vous croyez connaître cet oiseau. Sa viande est dans tous les supermarchés. Son nom est devenu une insulte. Dindon de la farce, fier comme un dindon. On lui a fabriqué une réputation de créature bête et comique, et on s'est arrêté là. Mauvaise nouvelle pour notre assurance, cet oiseau distingue les couleurs mieux que nous. Il voit à près de 270 degrés sans tourner la tête. Il reconnaît ses congénères à la voix, et ces mâles forment parfois des duos où l'un obtient la femelle pendant que l'autre l'aide toute sa vie sans jamais se reproduire lui-même. La science a prouvé que ce n'est pas de la bêtise, mais un calcul génétique d'une froideur absolue. J'y reviendrai vers le milieu de la vidéo, l'histoire la plus étrange de tout ce récit. Et voici la meilleure blague de toutes. Aujourd'hui, cet oiseau vit sur tous les continents sauf l'Antarctique, mais il n'a qu'une seule patrie, l'Amérique du Nord. Et pourtant, presque tous les peuples se sont trompés en le nommant. Chez nous, en français, on l'appelle dinde, du nom de l'Inde. Les Turcs aussi la nomment d'après l'Inde. Les Portugais l'appellent d'après le Pérou. Les Anglais l'appellent Turkey d'après la Turquie. Personne n'a visé juste. Restez jusqu'au bout. Le 100e fait est une phrase après laquelle vous ne prononcerez plus jamais le mot dinde avec la même intonation. C'est parti. Portrait d'une espèce méconnue. Fait 1. Il n'existe que 2 espèces de dinde au monde. Seulement 2. La dinde sauvage, Meleagris gallopavo, celle-là même qui peuple les élevages du monde entier, et le dindon ocellé, Meleagris ocellata, une rareté magnifique originaire du Yucatan. Pas de 3e, pas de 4e espèce. Pour comparer, chez son plus proche parent, le faisan, la science a recensé plusieurs dizaines d'espèces. La dinde est une branche étroite, presque en voie d'extinction, sur l'arbre de la vie, qui est devenu par pur hasard l'un des principaux oiseaux d'élevage du monde. Et la dinde sauvage est d'ailleurs le plus lourd représentant de tout l'ordre des galliformes, plus lourde que n'importe quel faisan, tétra ou grand tétra, fait 2. Son nom latin est presque une moquerie du bon sens. Mais les gris gallopavo signifie littéralement quelque chose comme pintade coq paon. Méléagris est le terme grec ancien pour la pintade, un oiseau africain qui n'a rien à voir avec la dinde. Gallo, le coq, pavot, le paon. En donnant ce nom en 1758, Carl von Linné a en somme avoué « Nous n'avons aucune idée de ce qu'est cet oiseau, alors nous allons le nommer d'après 3 autres. Il y a quelque chose d'assez honnête là, dedans. » Fait 3. Le mot anglais turkey, turc, turc, lui est resté collé par pure erreur à cause d'une confusion avec la pintade. Pendant des siècles, les pintades étaient importées en Europe par des marchands venus des terres ottomanes et en Angleterre, on les appelait turkey hens, les poules turques. Quand les Espagnols ont ramené du Mexique ce nouvel oiseau imposant, les Anglais ont cru reconnaître la même curiosité venue d'outre-mer et lui ont transféré l'ancien nom. L'erreur s'est fixée pour de bon. Aujourd'hui, l'oiseau vedette de la fête américaine par excellence porte le nom d'un pays où il n'a jamais vécu. Fait 4. Et cette même méprise s'est propagée dans le monde entier comme des ronds dans l'eau. Nous, en français, disons dinde, abrégé de poule d'Inde. Le néerlandais dit Kalkoen, d'après la ville de Calicut, un port indien. Le turc dit Indi, l'Inde encore. Le russe dit Indéika et Indiouk. Toujours l'Inde, ou plus précisément les Indes occidentales, comme les Européens appelaient d'abord l'Amérique. Les Portugais l'appellent Pérou, d'après une toute autre partie du continent américain. Les Malais disent Ayam belanda, la poule hollandaise. En arabe levantin, on trouve l'expression coq éthiopien.
En khmer, poule française. Les Albanais disent coq de mer. Tout le monde s'est disputé sur sa provenance. Personne n'a deviné juste. Fait 5. La vraie adresse est la suivante. Amérique du Nord et Mexique. Les dindes sauvages vivaient du sud de l'actuel Canada jusqu'au centre du Mexique, dans les forêts de chênes et les bois mixtes parsemés de clairières. C'est précisément dans le sud du Mexique qu'a été domestiquée la sous-espèce dont descendent toutes les dindes domestiques du monde. Ainsi, l'oiseau qui repose dans votre congélateur descend de plateaux où poussent l'agave et le mesquite. Fait 6. Les tailles. Un mâle adulte pèse entre 5 et un peu plus de 11 kg. La longueur du corps va d'1 mètre à 1, 25 m. L'envergure des ailes atteint 1, 40 m. La femelle est environ 2 fois plus légère, entre 2, 5 et 5 kg. Autrement dit, une grosse dinde sauvage pèse à peu près comme une barre de musculation chargée ou comme un teckel bien portant, et son envergure dépasse celle d'un adulte mesuré d'une épaule à l'autre. Et cette créature-là passe la nuit perchée dans les arbres. Fait 7. Les records. La dinde sauvage la plus lourde officiellement enregistrée par la National Wild Turkey Federation pesait environ 10 à 7 kg. Le record du monde absolu appartient, lui, à un oiseau domestique. Le 12 décembre 1989, lors d'un concours à Londres, une dinde prénommée Tyson a été pesée à 39 kg. C'est le poids d'un enfant de 7 ans. C'est plus qu'un sac de ciment. Le record est entré dans le livre Guinness et n'a jamais été battu depuis, simplement parce que ce type de concours n'a plus été organisé. Tyson a été vendu aux enchères caritatives pour 4 400 livres sterling. Fait 8. Une dinde adulte porte entre 5 000 et 6 000 plumes. 5 000. Si l'on devait les poser une par une, à raison d'une par seconde, l'opération prendrait plus d'1 heure et demie, sans interruption. Le célèbre éventail de la queue du mâle compte 18 grandes rectrices, et leur forme permet d'estimer l'âge de l'oiseau. Chez l'adulte, elles sont toutes de la même longueur. Chez le jeune, celle du centre dépasse les bords. Un observateur expérimenté distingue un oiseau d'1 an d'un oiseau de 4 ans d'un simple coup d'œil. Fait 9. La dinde n'est pas brune. Elle ne paraît sombre que de loin et par temps couvert. Au soleil, le plumage du mâle s'embrase de cuivre, de bronze, de vert, d'or et de violet. Et voici le plus important. Ces couleurs n'existent pas vraiment dans les plumes. Il n'y a là ni pigment vert, ni pigment doré. La couleur est créée par la microstructure de la plume qui diffracte la lumière exactement le même principe physique qu'une bulle de savon ou qu'une aile de papillon. L'angle change, la couleur change. Cet oiseau qu'on imagine terne fonctionne en réalité comme un instrument d'optique. Fait 10. La tête nue de la dinde n'est ni une laideur ni un défaut de la nature. C'est un radiateur. Le biologiste Richard Buchholz, qui a étudié les dindes dans les années 1990, l'a démontré. La peau dénudée de la tête et du cou est essentielle à la dissipation de la chaleur. Un oiseau de 10 kg, couvert d'un plumage épais, surchaufferait en quelques minutes pendant la parade nuptiale. La tête nue, parcourue de vaisseaux sanguins, fonctionne comme le radiateur d'une voiture. Elle évacue l'excès de température. Ce qu'on prend pour de la laideur est en réalité un système de survie. Fait 11. Et cette tête s'est changée de couleur. Pas en 1 heure, pas en 1 journée, en quelques secondes. Au repos, la tête de la dinde est bleu-gris. Excitée, en train de se battre ou de faire la cour, elle devient rouge écarlate. Effrayée, elle vire presque au blanc. Parfois, les 3 couleurs apparaissent simultanément sur des zones différentes. Tout est piloté par la circulation sanguine. L'oiseau rougit et pâlit littéralement comme un être humain, en beaucoup plus vif et beaucoup plus visible. Sa tête fonctionne comme un afficheur émotionnel que ses congénères lisent à distance. Fait 12. Cet appendice charnu qui pend au-dessus du bec s'appelle le snood. En anglais, on pourrait le traduire par caroncule frontal. Au repos, il est court et dressé. Pendant la parade, il se gorge de sang, s'allonge et retombe sous le bec. L'oiseau le contrôle par ses muscles, il peut, en quelque sorte, s'en vanter. Retenez ce détail. Dans quelques dizaines de faits,
on découvrira que toute la vie sentimentale de la dinde en dépend, et que la science l'a prouvé par l'expérience. Fait 13. Outre cet appendice, la dinde possède des caroncules à la gorge et des excroissances rouges et bosselées sur le cou, appelées caroncules également. Leur motif est propre à chaque individu. Les ornithologues s'en servent comme nous nous servons des empreintes digitales. La disposition de ces excroissances permet de reconnaître un oiseau précis dans un groupe d'une année sur l'autre. Nous regardons ces excroissances avec une certaine répulsion. Pour la dinde, c'est littéralement son visage, celui par lequel on la reconnaît. Fait 14. La fameuse barbe sur la poitrine du mâle n'est ni du poil ni de la fourrure, mais un type particulier de plumes modifiées, poussant en touffe depuis un seul point. Elle pousse toute la vie, environ 10 à 12 cm par an, mais suce au contact du sol et de la neige. C'est pourquoi une barbe de plus de 30 cm est un trophée rarissime. Et surprise, les femelles aussi peuvent en avoir une. Selon les estimations, entre 5 et 20% des femelles adultes portent une barbe. Il ne s'agit d'aucune anomalie, c'est une simple variante normale. Fait 15. Les pattes du mâle sont armées d'ergots. Ce ne sont pas des griffes, mais des excroissances osseuses recouvertes d'une gaine cornée. Chez un jeune oiseau, l'ergot n'est qu'un petit bouton d'1 centimètre. Chez un mâle de 4 ou 5 ans, c'est un éperon acéré et recourbé, long de plus de 3 cm, capable de déchirer la peau d'un adversaire lors d'un combat. La longueur et la courbure de l'ergot permettent d'estimer l'âge presque aussi sûrement que les cernes d'un arbre. Fait 16. La dinde n'a pas la moindre dent, comme tous les oiseaux actuels. En revanche, elle possède un gésier, un organe aux parois épaisses qui fonctionne comme une meule de pierre. L'oiseau avale volontairement de petits cailloux appelés gastrolites qui broient la nourriture à la place des dents. Une dinde digère tranquillement des glands entiers, coquilles comprises. Dès le XIXe siècle, des naturalistes menaient des expériences en nourrissant ces oiseaux avec des billes de verre et des objets métalliques, et découvraient avec stupeur qu'ils en ressortaient broyés. Un moulin à l'intérieur d'un oiseau vivant, c'est une image assez saisissante quand on y réfléchit. Fait 17. La température corporelle de la dinde tourne autour de 40 et 1 degré. L'être humain est à 36,6 et à 39, nous voilà déjà cloués au lit. Cet oiseau vit en permanence à 40 et 1 degré toute sa vie durant. Son cœur bat plusieurs fois plus vite que le nôtre. Son métabolisme tourne comme un moteur en surrégime. D'où d'ailleurs sa voracité. Un corps équipé d'un tel foyer intérieur réclame du carburant sans relâche. Fait 18. Passons à la vitesse, et là commence le grand démontage des idées reçues. Une dinde sauvage court à environ 40 km par heure. Lors de son record du monde, Usain Bolt atteignait environ 44 km par heure, et seulement pendant quelques secondes. Autrement dit, cet oiseau qu'on imagine gauche et empoté court presque aussi vite que le plus grand sprinteur de l'histoire, et il le fait en forêt, entre les troncs, dans les virages. Fait 19. Et elle vole encore plus vite. Sur de courtes distances, la dinde sauvage atteint 80 à 90 km par heure. C'est la vitesse d'une voiture sur autoroute. La distance reste courte, généralement pas plus de 300 à 400 mètres, car ses puissants muscles pectoraux fonctionnent en mode anaérobie et s'épuisent presque instantanément. On appelle ce style de vol explosif. L'idée n'est pas d'aller loin, mais de disparaître de la zone d'attaque d'un prédateur en 1 seconde et demie. Fait 20. La vue. Les yeux de la dinde sont placés sur les côtés de la tête, offrant un champ visuel d'environ 270 degrés. Elle voit presque tout ce qui l'entoure sans tourner la tête. Elle distingue les couleurs et, comme beaucoup d'oiseaux, sa perception chromatique est plus riche que la nôtre. On lit souvent que son acuité visuelle serait 3 à 5 fois supérieure à la nôtre. Ce chiffre précis est à prendre avec prudence, les sources divergent, mais la conclusion générale ne fait aucun doute. De jour, la dinde voit incomparablement mieux que nous. C'est précisément pour cela que la chasse à la dinde sauvage passe pour l'une des plus difficiles qui soit. S'en approcher, sans être repéré, est presque impossible. Arrêtons-nous un instant. Une question simple. Avez-vous déjà vu une dinde en vrai ? Pas sur un étal de supermarché, mais vivante, en train de marcher, dans un jardin, chez un voisin,
à la campagne, chez vos grands-parents, dans une ferme pédagogique? Dites-moi en commentaire où c'était et quelle impression cet oiseau vous a faite. Ça m'intéresse vraiment, car la plupart des gens répondent non à cette question, et ce simple constat en dit déjà long. Les sens, le langage et la vie sociale. Fait 21. En revanche, la nuit, la dinde est presque aveugle, son œil est mal adapté à l'obscurité, et une fois le soleil couché, elle devient vulnérable. D'où le grand rituel de sa vie, à la tombée du jour, les dindes s'envolent dans les arbres et y passent la nuit. Non par goût de la hauteur, mais parce qu'au sol, dans le noir, elles ne peuvent ni voir un renard s'approcher, ni s'enfuir à temps. Toute la logique quotidienne de cet oiseau tient en une phrase: le soleil se couche, il faut être en haut. Fait 22. La dinde n'a pas d'oreilles externes, ni pavillon, ni aucune protubérance, seulement des orifices recouverts de plumes. Et pourtant son ouïe est excellente, et surtout, elle localise le son avec une précision étonnante. Les chasseurs le savent. Une dinde attirée par un appel ne se dirige pas approximativement vers vous. Elle vise exactement le point d'où le son est parti. Si vous vous déplacez de 10 mètres, elle le remarque et s'inquiète aussitôt. Fait 23. L'odorat, en revanche, est son point faible. Il est peu développé. La dinde ne distingue quasiment pas les odeurs et ne s'en sert ni pour chercher sa nourriture, ni pour détecter un danger. Le monde de cet oiseau est un monde d'yeux et d'oreilles dont l'odeur a presque entièrement été effacée. Imaginez perdre l'odorat tout en gagnant une vision quasi panoramique. C'est exactement ce que signifie être une dinde. Fait 24. Selon la National Wild Turkey Federation, cet oiseau possède environ 28 signaux sonores distincts. 28, c'est à peu près la taille du vocabulaire d'un enfant de 2 ans. On y trouve des caquettements, des grondements, un put d'alarme sec, un gelp prolongé pour appeler, un cliquetis propre aux jeunes, un signal de décollage, un autre d'atterrissage. Chaque son correspond à une situation précise. Ce n'est pas un ramassis de cris émotionnels, c'est un système de communication organisé. Fait 25. Le fameux glougloutement, ce même son bouillonnant entendu au début de la vidéo, est un signal exclusivement masculin, toujours émis avec la même intensité. Tous les autres sons de la dinde peuvent être doux ou forts, brefs ou longs. Le glougloutement, lui, fonctionne comme un interrupteur. Il est là ou il n'y est pas. Par un matin calme, on l'entend à 1,5 km. 1,5 km, c'est comme si vous étiez sur une rive d'un grand fleuve et qu'on vous entendait de l'autre rive, sans aucun micro. Fait 26. Le mâle possède aussi un second son, presque secret, appelé le drumming, le tambourinement. Pendant la parade, il émet un grondement sourd et grave, que l'humain ressent davantage dans la poitrine qu'il ne l'entend avec ses oreilles. Ce son porte peu, une centaine de mètres environ, mais il traverse les sous-bois denses où un son ordinaire se perdrait. Beaucoup de chasseurs ne l'entendent jamais de leur vie. Ceux qui l'ont entendu le décrivent tous de la même façon, comme un moteur lointain qui démarre non loin de soi. Fait 27. Les dindes se reconnaissent entre elles à la voix. Une femelle séparée du groupe appelle, et c'est précisément sa mère qui lui répond. Les oiseaux d'un même groupe réagissent à la voix précise d'un voisin précis. Cela signifie que chaque individu possède une identité vocale et une mémoire des voix. On a l'habitude de réserver ce trait aux animaux dits supérieurs dauphins, éléphants, primates. Chez cette créature de basse-cour, on le retrouve aussi. Fait 28. L'envol du soir vers le perchoir est un vrai spectacle. Les oiseaux se rassemblent au pied d'un arbre, communiquent entre eux, puis s'élèvent lourdement, un par un, vers les branches basses, avant de gagner peu à peu la hauteur. Ils choisissent les plus grands arbres alentours et se posent aussi haut que les branches peuvent le supporter. Le matin, le processus s'inverse. Ils redescendent en un long vol plané, parfois sur une centaine de mètres de côté. Une créature de 10 kg qui saute d'une hauteur équivalente à un immeuble de 5 étages, c'est un spectacle qui marque durablement. Fait 29. Les poussins, appelés dindonneaux, ne volent pas du tout pendant leurs premiers jours. Pendant tout ce temps, la mère passe la nuit avec eux au sol, dans le nid, renonçant volontairement à sa propre sécurité. Le dindonneau commence à monter dans les arbres vers 2 semaines, parfois jusqu'à 4,
Le moment où les petits s'envolent pour la première fois sur une branche marque un tournant dans leur existence. Avant, ils sont une proie facile pour tout le monde. Après, ils ne le sont plus. Fait 30. La dinde commence à prendre des bains de poussière dès le 3e jour de sa vie. L'oiseau s'allonge dans la poussière sèche, l'agite avec ses ailes et s'y frotte littéralement. Ce n'est pas un jeu. La poussière obstrue les orifices respiratoires des acariens des plumes et absorbe l'excès de graisse du plumage. Voir tout un groupe se baigner ensemble dans la poussière est un spectacle courant. C'est aussi un rituel social, une sorte de bain collectif. Fait 31. Durant leur première semaine, les poussins passent jusqu'à 90% de leur temps d'éveil à manger. 90%. Et ils mangent presque exclusivement des insectes, sauterelles, coléoptères, cicadelles. La nourriture végétale est trop pauvre en protéines pour eux. Une seule couvée peut, en un été, débarrasser une prairie d'une telle quantité de criquets que les fermiers américains, autrefois, élevaient délibérément des dindes comme protection vivante de leurs champs. L'adulte passe ensuite aux glands, aux noix, aux baies, aux graines, mais il ne renonce jamais complètement aux insectes. Fait 32. La dinde sait nager, pas de façon très élégante, mais avec assurance. Elle plaque ses ailes, déploie sa queue et rame avec les pattes. Cet oiseau, dépourvu de palmure et de la couche graisseuse imperméabilisante d'un canard, n'a pourtant pas peur de l'eau. Les dindes sauvages traversent régulièrement de petites rivières lors des déplacements du groupe. Encore un détail qui ne cadre pas avec l'image de la bête gauche et empotée. Fait 33. Et pourtant, soyons honnêtes, cet oiseau peut se montrer d'une bêtise consternante par moments. Exemple classique, son comportement devant une clôture. Une dinde capable de franchir en 1 seconde une barrière de 2 mètres en volant peut au contraire arpenter cette même clôture pendant des heures, d'un bout à l'autre, à la recherche d'un passage. Les fermiers américains ont même donné un nom à ce phénomène. L'explication est simple, le vol lui coûte cher en énergie et par défaut, elle cherche à résoudre le problème avec ses pattes. Mais avouons-le, ça donne exactement l'impression qu'on imagine. Fait 34. La dinde peut attaquer sérieusement son propre reflet, un pare-choc brillant, une porte vitrée, un miroir. En saison des amours, tout cela devient un rival à chasser. L'oiseau fonce sur la surface, déploie sa queue, entre dans une véritable rage. Ce n'est pas de la bêtise à l'état pur. Derrière ce reflet, c'est tout un programme de défense territoriale parfaitement fonctionnel qui se déclenche. Simplement, l'évolution n'a pas préparé la dinde au miroir. D'ailleurs, à ce même test, les chats et la plupart des chiens échouent aussi. Fait 35. Et voici ce qui personnellement m'a le plus surpris. Dans les banlieues nord-américaines, à Boston, à Cambridge, dans de petites villes californiennes, les dindes sauvages ont, ces dernières décennies, colonisé les rues et se sont mises à se comporter comme de véritables voyous locaux. Elles bloquent la circulation, poursuivent les facteurs, pourchassent les cyclistes, tapent du bec contre les fenêtres du rez-de-chaussée. Certaines municipalités publient des guides officiels expliquant aux habitants comment réagir en croisant une dinde. Un oiseau presque exterminé, il y a 1 siècle, est revenu et impose désormais ses conditions aux humains. Il y a là une certaine justice historique. Fait 36. Les dindes ont aussi un comportement qui n'a, à ce jour, jamais été réellement élucidé. Un groupe tombe parfois sur un animal mort au sol, un chat, un raton, un serpent, et se met à tourner lentement autour, à plusieurs dizaines d'individus, pendant de longues minutes. Des vidéos de ce genre de rituel circulent régulièrement sur Internet, et certains y voient des funérailles, un culte, une forme de mysticisme. Les spécialistes du comportement animal proposent une explication plus modeste. Il s'agirait d'une inspection collective d'un prédateur potentiel. Le groupe garde l'objet suspect en vue et tourne autour à distance de sécurité, et le cercle se forme naturellement. Franchement, il n'existe pas de réponse tranchée. C'est un cas où, pour l'instant, la science perd en spectaculaire face à l'imagination. Fait 37. La hiérarchie au sein d'un groupe s'établit très tôt et reste rigide. Les dindonneaux d'une même couvée commencent à régler leurs rapports dès les premières semaines.
et la position acquise dans l'enfance détermine souvent le statut pour le reste de la vie. Le fameux ordre de picorée n'est pas une métaphore, mais un mécanisme bien réel. Le dominant picore le subordonné qui cède sa place près de la nourriture et sur la branche. À tout moment, l'ordre au sein du groupe est connu de tous ses membres. Chacun sait qui est au-dessus, qui est en dessous. Fait 38. Les dindes connaissent leur territoire dans les moindres détails. Le domaine vital d'un groupe sauvage couvre plusieurs kilomètres carrés que les oiseaux connaissent parfaitement. Où se trouve le point d'eau, quelle chaîne porte des glands, quels arbres sont sûrs pour la nuit, où se cache le terrier du renard. En une journée, le groupe parcourt 1 à 3 kilomètres et revient toujours vers des points connus. Ce n'est pas de l'errance, mais un trajet appris par cœur, un peu comme vous qui allez faire vos courses sans réfléchir au chemin. Fait 39. Les personnes qui élèvent des dindes en refuge ou en petite ferme le disent d'une seule voix. Ces oiseaux reconnaissent des personnes précises, s'approchent des leurs, évitent les inconnus, réagissent à la voix de leur éleveur. Je dois être honnête, les expériences rigoureuses sur ce point restent rares, et il faut s'appuyer sur des observations plutôt que sur des statistiques. Mais pour ceux qui vivent au quotidien aux côtés de ces oiseaux, la question est réglée depuis longtemps. La dinde se souvient de qui la nourrit. La parade, ce snood et le choix des femelles. Fait 40. La parade nuptiale du mâle se déroule ainsi. L'oiseau se gonfle presque 2 fois plus, déploie sa queue en un éventail parfait, laisse tomber ses ailes qu'il traîne au sol, en formant sur le sable des sillons caractéristiques. La tête rentre dans les épaules, le snood se gorge de sang, la peau rougit, et dans cette posture, il tourne en rond autour de la femelle, lentement, comme un jouet mécanique remonté. C'est cette posture même qui a donné naissance à l'expression « fier comme un dindon ». Sauf que cette posture ne relève pas de la vanité, mais de la démonstration la plus précise qui soit d'un état physique, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Fait 41. En 1995, le biologiste Richard Buchholz a publié dans la revue Animal Behavior les résultats d'une expérience qui a bouleversé notre idée des goûts des dindes femelles. On leur proposait un choix entre plusieurs mâles, et le chercheur faisait varier tour à tour les paramètres taille, éclat, couleur de la tête, largeur de la caroncule. Résultat, les femelles ne se souciaient de presque rien de tout cela. Un seul critère les intéressait vraiment, la longueur du snood, ce même appendice charnu au-dessus du bec. Une différence de quelques millimètres suffisait à changer leur choix. Fait 42. Et voici le plus intéressant. Buchholz a cherché ce qui se cachait derrière cette étrange préférence et il a trouvé le lien. Chez les mâles sauvages, un long snood était associé à une charge nettement plus faible en oocyste de coccidie, ces parasites intestinaux qui affaiblissent sérieusement la santé de l'oiseau. Un long snood signalait donc une résistance à l'infection. En choisissant l'appendice le plus long, la femelle ne choisissait pas un ornement, mais une véritable carte de santé. Elle y lisait le statut immunitaire de son partenaire et garantissait à ses futurs petits des gènes de résistance. Des travaux ultérieurs ont également relié la longueur du snood à un complexe majeur de gènes immunitaires. Fait 43, et les mâles aussi le comprennent. Dans une expérience publiée par Buchholz en 1997, lorsque 2 dindons inconnus se rencontraient, celui qui avait le snood le plus court cédait le plus souvent sans combattre. La logique est implacable et économe. Pourquoi risquer sa santé dans un combat contre un rival visiblement en meilleure forme ? Cet appendice au-dessus du nez fonctionne donc à la fois comme une petite annonce matrimoniale, un signe de reconnaissance et un moyen d'éviter un combat inutile. Vous vous souvenez ? Je vous avais demandé de retenir le mot snood. C'était justement pour ça. Fait 44. Il y a aussi un revers à la médaille. Pendant la parade, le mâle perd totalement sa vigilance. Gonflé, l'éventail déployé, il voit moins bien, entend moins bien, et réagit plus lentement. C'est un compromis évolutif classique. Pour espérer une descendance, il faut se rendre visible, donc vulnérable. La grande majorité des dindons adultes meurent précisément au printemps, au plus fort de la saison des amours. La beauté a un coût, et ce coût se paie toujours au même prix. Fait 45. Le système reproducteur de la dinde repose sur une polygynie à choix féminin. Le mâle n'offre à la femelle rien d'autre que ses gènes,
Ni territoire, ni nourriture, ni protection, ni aide pour élever les petits. Rien. Tout ce qu'il peut proposer, c'est la qualité de son hérédité, démontrée pendant la parade. C'est pourquoi la pression de sélection sur l'apparence du mâle est ici colossale, et toute la charge de l'élevage des petits repose sur la femelle. C'est, si l'on veut, la version la plus radicale de la répartition des rôles dans le monde animal. Fait 46. La femelle installe son nid à même le sol, généralement près d'un tronc, sous un buisson, dans une cuvette tapissée de feuilles, presque invisible. L'oiseau lui-même reste immobile pendant la couvaison, et son plumage bigarré se confond avec la litière de l'année précédente. La couvée compte de 10 à 14 œufs, parfois davantage chez le dindon ocellé. Les œufs sont gros, de couleur crème, mouchetés de petites taches brunes. L'incubation dure 28 jours. Fait 47. Pendant ces 28 jours, la femelle ne se nourrit presque pas. Elle ne quitte le nid que pour de brèves sorties, perd une part importante de son poids et reste tout ce temps totalement vulnérable au sol, là où rôdent renards, coyotes, ratons laveurs et putois. C'est justement sur le nid que meurt le plus grand nombre de femelles adultes. Chaque couvée de dindonneaux est le résultat d'un mois vécu par la mère dans un mode de risque maximal. Fait 48. Les dindonneaux naissent les yeux ouverts, couverts de duvet et presque immédiatement capables de marcher. On appelle ce type de développement nidifuge. Dès le premier jour, ils quittent le nid et suivent leur mère. Il n'y a chez eux aucune période d'impuissance dans un nid douillet comme chez les moineaux ou les hirondelles. La vie commence tout de suite par la marche, la recherche de nourriture et la fuite. Fait 49. La mère dirige son groupe à la voix. Un premier type de signal signifie « Suivez-moi ». Un second « Ne bougez plus ». Au signal d'alarme, les petits se collent instantanément à l'herbe et se transforment en petites boules immobiles, impossibles à repérer à 2 pas. Le prédateur passe son chemin, la femelle l'attire ailleurs, puis revient rassembler son groupe grâce à un autre signal. Tout ce système fonctionne chez des créatures qui n'ont que quelques jours d'existence. Fait 50. Et pourtant, la mortalité reste énorme. Selon les données de terrain, plus de la moitié des poussins n'atteignent pas l'âge de 6 semaines. Plus de la moitié. Un printemps froid et pluvieux peut décimer des couvées entières. Un dindonneau trempé se refroidit en quelques heures. Sur 10 à 12 éclosions, 2 ou 3 seulement atteignent l'automne, en moyenne. Voilà le prix de ce qu'on appelle un oiseau d'élevage prolifique. Fait 51. Les femelles réunissent souvent leur groupe. 2, 3, parfois davantage de mères, mettent leurs petits ensemble et les élèvent en commun une sorte de crèche. Plus yeux, donc plus de chances de repérer un prédateur, plus de corps pour se réchauffer la nuit. Ces femelles associées sont le plus souvent des sœurs apparentées, ou une mère et sa fille adulte. Les liens familiaux chez la dinde durent d'ailleurs des années, et vous allez comprendre pourquoi c'est un détail clé de toute cette histoire. L'histoire qui justifie ce film à elle seule. Fait 52. Vous vous souvenez, je vous avais promis en introduction une histoire qui, à elle seule, justifie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. La voici. Les jeunes mâles issus d'une même couvée, en grandissant, ne se séparent pas. Ils forment des groupes stables de 2, 3, plus rarement 4 individus du même âge. Et au printemps, ils partent ensemble faire la roue. Ils marchent côte à côte, paradent ensemble devant les femelles, chassent ensemble les rivaux solitaires. De loin, on croirait une équipe. Et c'est précisément là que ça se corse. Dans cette équipe, seul un dindon s'accouple en règle générale, toujours le même, le dominant. Fait 53. Autrement dit, le second dindon dépense son énergie pendant tout le printemps, risque sa vie, combat des étrangers et ne laisse pas un seul descendant, pas un seul. Du point de vue de la logique darwinienne, cela ressemble à une pure folie. La sélection naturelle aurait dû éliminer un tel comportement en quelques générations. C'est l'ornithologue Charles Watts qui l'a décrit le premier, au début des années 1970, supposant que les partenaires étaient des frères de sang, mais sans pouvoir le prouver. En 1980 est paru un article critique dévastateur, et l'affaire est restée en suspens pendant près d'un quart de siècle. Fait 54. La résolution est arrivée le 3 mars 2005, quand la revue Nature a publié un article d'Alan Krakauer, de l'Université de Californie à Berkeley.
6 années d'observation de terrain dans la réserve de Hastings, en Californie, complétées par une analyse génétique de paternité. Et voici le résultat. Les partenaires étaient effectivement de proches parents, en moyenne à un degré situé entre demi-frères et frères de sang. Les dominants qui bénéficiaient d'un assistant laissaient plusieurs fois plus de descendants que les solitaires, et le subordonné, bien que ne se reproduisant jamais lui-même, gagnait en termes de gènes partagés davantage que s'il était parti chercher fortune de son côté. En chiffres, à peu près 7 descendants supplémentaires. Fait 55. Traduisons ça du langage scientifique au langage courant. Le dindon assistant dit en quelque sorte « Je ne laisserai pas de descendance moi-même, mais j'aide mon frère, et il y a assez de mes gènes chez mes neveux pour que le jeu en vaille la chandelle. » On appelle ça la sélection de parentèle, un concept forgé par le Britannique William Hamilton dans les années 1960. Franchement, en découvrant cela, j'ai dû aller vérifier la source tant le mot dinde cadrait mal avec le mot altruisme. Mais le fait reste le fait. L'une des principales illustrations de l'altruisme génétique dans le monde des oiseaux, ce n'est ni le corbeau, ni le perroquet, ni le kakatoès, c'est la dinde. Et maintenant, dites-moi franchement, vous venez d'apprendre qu'un frère subordonné renonce volontairement à se reproduire au profit d'un parent. Qu'en pensez-vous? Y croyez-vous vraiment? Écrivez en commentaire ce que vous en pensez, un simple calcul de gènes, ou bien autre chose. Je suis vraiment curieux de savoir combien de personnes accepteront la froide mathématique de Hamilton et combien diront « non, ça ressemble à de l'amitié ». Fait 56. En hiver, les groupes de dindes se séparent selon le sexe. Les mâles adultes forment leur propre bande, les femelles avec leurs jeunes une autre, et les jeunes mâles de l'année précédente encore une autre. À l'intérieur de ces groupes, les liens durent des années, et les sœurs restent souvent ensemble toute leur vie. On n'a donc pas affaire à un rassemblement fortuit d'oiseaux autour d'une mangeoire, mais à un véritable réseau de relations familiales durables où chacun connaît chacun. Un groupe de dindes, c'est une grande famille avec une histoire. Génétique, domestication et grande histoire, fait 57. Et voici quelque chose d'encore plus difficile à croire que ces frères altruistes. Les dindes sont capables de parthénogenèse, le développement d'un œuf sans la moindre participation d'un mâle. Cela a été découvert par hasard en 1952 dans une station de recherche de Beltsville, dans le Maryland. Chez des femelles de la race Beltsville White, qui n'avaient jamais côtoyé de mâle, une partie des œufs non fécondés a commencé à se développer. Dans les premières expériences, environ 16% des œufs. Par sélection, cette propension a été portée à plus de 40% et des dindonneaux vivants ont fini par en éclore. Fait 58. Et voici le détail qui m'a personnellement donné le frisson. Tous les dindonneaux issus de parthénogenèse sont des mâles, exclusivement des mâles. La raison: chez les oiseaux, le système de détermination du sexe fonctionne en miroir inversé du nôtre. 2 chromosomes sexuels identiques donnent un mâle, pas une femelle. Certains de ces dindons sans père ont atteint l'âge adulte et se sont révélés parfaitement viables, produisant une semence fertile et devenant à leur tour père. Un oiseau né sans père devient père. Dans la nature, ce phénomène semble extrêmement rare, mais sa possibilité même existe bel et bien. Fait 59. Longévité. Une dinde sauvage, avec un peu de chance, atteint 10 ans, rarement 13. La race domestique élevée industriellement passe à l'abattoir vers l'âge de quelques mois. Un écart de 20 à 30 fois. La même machine biologique, conçue pour 10 ans d'existence, n'est exploitée qu'un 30e environ du temps qui lui était prévu. Ça vaut la peine de garder cette idée en tête quelques secondes. Fait 60. Le génome de la dinde a été séquencé et publié en 2010 par un consortium international de chercheurs. L'objectif était purement utilitaire, sélection et résistance aux maladies. Mais au passage, une foule de détails évolutifs ont été mis au jour. On a par exemple pu retracer précisément où et quand la domestication a eu lieu et quels gènes ont été modifiés sous l'effet de la sélection humaine. La dinde est aujourd'hui l'une des espèces d'oiseaux les mieux étudiées génétiquement sur la planète. Fait 61.
les dindes actuelles avaient un parent aujourd'hui disparu qui vivait littéralement à côté des humains. Dans les fosses bitumineuses de la Brea, à Los Angeles, on a retrouvé des milliers d'ossements de la dinde californienne, Meleagris californica, l'une des espèces les plus abondantes de toute la collection de la Brea. Cet oiseau s'est éteint il y a environ 10 000 ans, à peu près à l'époque où disparaissaient les mammouths et les tigres à dents de sabre. Ainsi, là où s'étirent aujourd'hui les embouteillages des boulevards d'Hollywood, marchaient, hier encore à l'échelle géologique, des dindes sauvages. Fait 62. La dinde a été domestiquée en Mésoamérique il y a plus de 2000 ans. La plus ancienne preuve indirecte de son élevage en captivité a été trouvée sur le site d'El Mirador, dans l'actuel Guatemala. On y a découvert des ossements de dinde mexicaine datés d'une période allant de 300 avant notre ère à 100 après. Or, l'aire de répartition naturelle de cette sous-espèce se situe 1000 km plus au nord. Ces oiseaux y ont donc été apportés, ce qui signifie qu'à cette époque, ils étaient déjà élevés et transportés comme quelque chose de précieux. Fait 63. Et voici le grand tournant de cette histoire. Il semblerait que la dinde n'ait pas du tout été domestiquée d'abord pour sa viande. Ses principaux produits étaient les plumes et les os. Avec les plumes, on fabriquait vêtements et parures. Avec les os, des outils, des flûtes, des poinçons. On élevait cet oiseau comme source de matière première, non comme source de repas. La viande n'est devenue la raison principale que bien plus tard. Je l'avoue, pour moi, ce fut une vraie découverte. Nous sommes persuadés que la dinde a toujours été de la nourriture, alors qu'elle a d'abord été du textile. Fait 64. La preuve est conservée dans un musée de l'Utah, une couverture vieille d'environ 800 ans, tissée par les ancêtres des actuels peuples Pueblo. En 2020, des archéologues de l'Université d'État de Washington en ont analysé la structure et fait le compte. Pour une couverture d'environ 1 mètre sur 1 mètre, il avait fallu près de 11 500 plumes duveteuses de dinde enroulées autour de 180 mètres de corde en fibre de yucca. 80 mètres, c'est 1,5 fois la longueur d'un terrain de football en corde, rien que pour une couverture. Fait 65. Pour rassembler autant de plumes, il fallait entre 4 et 10 oiseaux adultes, mais il n'était pas nécessaire de les tuer. Les chercheurs ont conclu que les plumes étaient le plus souvent récoltées sur des dindes vivantes lors de leur mue naturelle 2 fois par an tout au long de leur existence. La dinde n'était donc pas, pour ces populations, de la viande sur pattes, mais un capital à long terme, un peu comme le mouton qui donne de la laine. Les chercheurs pensent que chaque membre de la communauté, du nourrisson au vieillard, possédait une telle couverture. Fait 66. Chez les Aztèques, le dindon mâle s'appelait Huexolotl et la femelle Totolin. C'est de là que vient le mot mexicain moderne guajolote qui désigne encore aujourd'hui cet oiseau. On payait des tribus en dinde, on les échangeait sur les marchés, on les offrait en sacrifice et leurs plumes servaient à confectionner des parures rituelles. En Mésoamérique, les animaux domestiques étaient d'ailleurs très rares. Ni vache, ni cheval, ni mouton, le dindon et le chien, c'est tout. D'où son importance colossale dans cette culture. Ce n'était pas un oiseau parmi d'autres, c'était l'animal domestique principal d'une immense civilisation. Fait 67. Chez les Aztèques, il existait même une divinité dindon à part entière, appelée Chalchiutotolin, ce qui se traduit approximativement par dindon de jade ou précieux dindon nocturne. On le considérait comme l'une des incarnations de Tezcatlipoca, redoutable dieu de la nuit et de l'obsidienne, et il présidait aux maladies et aux épidémies. Mais il pouvait aussi purifier une personne de ses fautes et lui ôter sa culpabilité. Une période à part de 13 jours du calendrier lui était consacrée. Pensez-y, cet oiseau dont le nom est devenu chez nous synonyme de bêtise incarnée, chez une autre civilisation, le visage du dieu des maladies et de la purification. Fait 68. Tout porte à croire que la dinde a été domestiquée au moins 2 fois, indépendamment, dans le centre du Mexique d'une part et dans le sud-ouest des actuels États-Unis, chez les ancêtres du peuple Pueblo d'autre part. La génétique montre que les lignées du sud-ouest différaient de celles du Mexique. C'est une situation rare. La plupart des animaux domestiques ont été apprivoisés une seule fois, en un seul lieu. La dinde s'est révélée si pratique que l'idée a germé indépendamment, 2 fois, chez 2 peuples différents. Fait 69.
Les Espagnols ont introduit cet oiseau en Europe dans la première moitié du XVIe siècle, et il s'est répandu avec une rapidité phénoménale. En quelques décennies, la dinde s'est retrouvée sur les tables de la noblesse, de l'Espagne à l'Angleterre, devançant en vitesse presque toutes les autres nouveautés venues d'Amérique. Benjamin Franklin écrira plus tard que les premières dindes arrivées en France l'auraient été grâce aux Jésuites et qu'on les aurait servies lors du banquet de mariage du roi Charles IX. Un oiseau venu des hautes terres du Mexique est devenu un mets de fête sur les tables des cours européennes en l'espace d'une ou deux générations à peine. Fait 70, et la boucle s'est ensuite bouclée d'une manière que j'adore. Les colons anglais, en partant pour l'Amérique, ont emmené avec eux des dindes déjà domestiquées comme volailles d'élevage et les ont ainsi ramenées sur le continent même dont l'espèce était originaire. À Jamestown en 1607, dans le Massachusetts en 1629. Une fois sur place, les colons ont découvert dans les forêts des dindes sauvages nettement plus grosses et meilleures que les leurs. Cet oiseau avait fait le tour du monde pour retrouver ses propres cousins et il a perdu la comparaison sur tous les points, fait 71. Le 26 janvier 1784, Benjamin Franklin écrivit à sa fille Sarah une lettre qui allait faire de la dinde un symbole politique. Il y critiquait le pigargue à tête blanche, choisi comme emblème des États-Unis. « Cet oiseau, écrivait-il, a mauvais caractère. Il vit malhonnêtement. Il est trop paresseux pour pêcher lui-même et vole sa proie à un balbuzard. La dinde, poursuivait Franklin, est un oiseau bien plus respectable et un authentique natif de l'Amérique, ajoutant la phrase que je préfère. Elle est certes un peu vaniteuse et sotte, mais c'est un oiseau de courage. Fait 72. Et ici, il faut être honnête, car c'est là que commence la légende. Franklin n'a jamais proposé de faire de la dinde le symbole national des États-Unis. L'Institut Franklin de Philadelphie qualifie d'ailleurs explicitement cette histoire de mythe. Dans sa lettre, il s'agissait surtout du fait que l'aigle dessiné sur une esquisse de sceau ressemblait à une dinde, et la lettre elle-même était plutôt une satire visant certains cercles d'officiers à la retraite. La légende où Franklin défendrait héroïquement la dinde contre l'aigle est, comme souvent, bien plus jolie que la réalité. Fait 73. En 1863, Abraham Lincoln fit de Thanksgiving une fête nationale, et la dinde prit définitivement sa place de plat principal. Il existe une autre anecdote liée à Lincoln. Le fils du président, Tad, alors âgé de 8 ans, reçut un jour une dinde vivante destinée à la table. L'enfant s'y attacha et supplia son père de la gracier. On considère généralement qu'il s'agit du premier cas documenté où un président américain a gracié une dinde, même si, à l'époque, il s'agissait du repas de Noël et non de la fête de novembre. Fait 74. La cérémonie présidentielle de grâce de la dinde s'est mise en place lentement et de façon assez chaotique. Depuis 1947, des dindes étaient officiellement offertes à la Maison-Blanche, mais Harry Truman, contrairement à la légende, n'en a jamais gracié aucune et disait ouvertement aux journalistes que le cadeau finirait à la cuisine. John Kennedy, en 1963, en relâcha une en disant « qu'elle vive ». Ronald Reagan, en 1987, employa pour la première fois le mot « grâce ». Et c'est sous George Bush père, le 17 novembre 1989, que la tradition devint officiellement annuelle. Aujourd'hui, les dindes graciées passent, avant la cérémonie, la nuit dans un hôtel washingtonien haut de gamme. Ce n'est pas une blague, presque disparu, puis sauvé. Fait 75. Et voici la partie sombre de cette histoire que peu de gens connaissent. Jusque dans les années 1930, la dinde sauvage d'Amérique du Nord était au bord de l'extinction pure et simple. Selon les estimations, il n'en restait dans tout le pays qu'environ 30 000, à peu près autant que d'ours polaires sur toute la planète aujourd'hui. Dès 1920, la dinde avait disparu de 18 des 39 États où elle vivait auparavant. Fait 76. Les causes étaient au nombre de 2, et toutes 2 imputables à l'homme. D'abord, la chasse commerciale. L'oiseau était tiré sans la moindre limite et transporté en charrette vers les villes. Ensuite, la déforestation. Les chênaies fournissant les glands et les hautes branches où passer la nuit tombaient sous la hache et la charrue.
La dinde disparut du Connecticut dès 1813, du Vermont en 1842. Ce ne fut ni lent ni discret, ce fut une extinction qui se déroula sous les yeux d'une seule génération. Fait 77. On a commencé à la sauver un peu comme on répare une montre à coups de marteau. Pendant 30 années d'affilée, les États ont élevé des dindes en ferme et en ont relâché des milliers en forêt. La seule Pennsylvanie a lâché plus de 200 000 oiseaux entre les années 1930 et 1980. Résultat, quasiment nul. Les dindes d'élevage mouraient dans les premières semaines. C'est alors qu'on a compris l'essentiel. Les compétences de survie de cet oiseau ne sont pas innées. C'est la mère qui les transmet où se nourrir, où fuir, sur quel arbre passer la nuit, comment réagir à l'ombre d'un rapace. Tout cela, le dindonneau doit l'apprendre. Une dinde sans mère est une dinde sans culture, condamnée à disparaître. Fait 78. Le tournant survint en 1951. Un biologiste de Caroline du Sud, Herman Holbrook, surnommé DAF, eut l'idée d'utiliser pour capturer les dindes sauvages un filet canon, un dispositif inventé pour les oiseaux d'eau. Une charge propulse le filet, qui recouvre tout un groupe. Auparavant, capturer une dinde sauvage vivante était presque impossible. Holbrook attrapa le premier oiseau ainsi. Dès 1957, il avait déjà déplacé 240 et un individu. En 1959-30, et un État utilisait déjà cette méthode. Fait 79. S'ensuivit l'une des opérations de sauvetage d'espèces les plus vastes de l'histoire. Sur plusieurs décennies, plus de 200 000 dindes sauvages ont été déplacées d'un endroit à l'autre. On les capturait là où subsistaient des reliquats de population, on les chargeait dans des camions et on les transportait sur des centaines, parfois plus de 1500 kilomètres. Aujourd'hui, on compte environ 7 millions de dindes sauvages en Amérique du Nord. De 30 000 à 7 millions, c'est probablement l'histoire de restauration d'espèces la plus réussie que connaisse la conservation de la nature à l'échelle mondiale. Fait 80. Et cette histoire a un coauteur inattendu, la Grande Dépression. Dans les années 1930, des fermiers ruinés ont massivement abandonné leurs terres pour partir vers les villes. Les champs se sont couverts de broussailles, les broussailles sont devenues de jeunes forêts, et la forêt s'est peu à peu transformée en chênaie. La catastrophe économique a, indirectement, rendu son territoire à la dinde. Parfois, ce n'est pas un programme de protection qui aide la nature, mais tout simplement l'absence des hommes. Dites-moi franchement, saviez-vous seulement que la dinde sauvage avait frôlé l'extinction et qu'il avait fallu un demi-siècle pour la sauver ? Écrivez en commentaire si cela vous a surpris ou si vous connaissiez déjà cette histoire. Je pense que 9 réponses sur 10 seraient « je n'en avais aucune idée » et c'est précisément pour ça que je fais cette vidéo. La dinde industrielle, ce que nous en avons fait. Fait 81. Parlons maintenant de la dinde qu'on trouve sur l'étal du supermarché. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit de la race dite à large poitrine blanche, mise au point au milieu du XXe siècle. Le plumage blanc n'a pas été choisi par hasard. Après plumaison, il ne laisse pas de points sombres visibles sur la peau, là où poussaient les plumes. La carcasse paraît plus nette. L'esthétique de la vitrine du supermarché a littéralement façonné la génétique de toute une race. Fait 82. Cet oiseau-là ne vole absolument plus. Les muscles pectoraux, précisément développés à des fins d'élevage, sont devenus si lourds que s'envoler est physiquement impossible. Beaucoup d'individus marchent même avec difficulté. Le poids excessif pèse sur les articulations et les os, et les spécialistes du bien, être animal constatent, chez ces lignées, une fréquence accrue de déformations et de fractures. L'ancêtre sauvage s'envole en une seconde face au danger. Son descendant ne parvient même plus à atteindre une branche. Fait 83. Et le plus stupéfiant, la dinde à large poitrine blanche est incapable de s'accoupler naturellement. Sa poitrine est si volumineuse que le mâle ne peut plus, physiquement, exécuter la monte. L'intégralité du cheptel industriel mondial se reproduit exclusivement par insémination artificielle. Parmi toutes les volailles d'élevage, c'est un cas unique. Nous avons créé une créature qui, sans notre intervention, ne laisserait pas un seul descendant. Son existence dépend entièrement de la main de l'homme. Fait 84.
La vitesse de croissance elle-même a été entièrement réécrite. La dinde industrielle moderne atteint son poids commercial en 16 à 20 semaines, soit environ 4 mois, pour une masse 3 fois supérieure à celle de son cousin sauvage au même âge. À titre de comparaison, une dinde sauvage met plusieurs années à atteindre ses 8 à 10 kg. Nous avons accéléré cet oiseau d'un facteur d'environ 10, et il paye ce prix avec sa santé, fait 85. Dans les élevages où sont conduites les dindes industrielles, mâles et femelles doivent être séparés. La raison est peu réjouissante. L'instinct reproducteur de l'oiseau n'a disparu nulle part. C'est son corps qui n'est plus adapté et une tentative de monte peut sérieusement blesser la femelle. C'est peu être la métaphore la plus précise de ce que nous avons fait à cette espèce. Le désir est resté, la possibilité a été retirée. Fait 86. À ce propos, pourquoi ne mangeons-nous pas d'œufs de dinde? Ils sont pourtant gros, savoureux et tout à fait comestibles. La réponse est purement économique. Une dinde pond environ 100 œufs par an, contre 300 pour une poule. Elle met plus de temps à atteindre la maturité, consomme plus d'aliments, et son œuf a une coquille plus épaisse, nécessitant une manipulation plus soigneuse. Chaque œuf est plus rentable, envoyé vers un incubateur que vers une poêle. L'œuf de dinde absent des étals, c'est une question de mathématiques, pas de biologie. Anecdote, mythe et curiosité, fait 87. La dinde est allée sur la Lune. La veille de Noël, 1968, l'équipage d'Apollo 8, les premiers hommes à avoir fait le tour de la Lune, découvrit dans le casier à provisions une surprise préparée par les équipes au sol. Une véritable dinde en sauce, accompagnée de canneberges, emballée sous film plastique et nouée d'un ruban. Jim Lovell rapporta à Houston que c'était le meilleur repas de tout le vol. C'est d'ailleurs de ce repas que date, en quelque sorte, la naissance de la gastronomie spatiale moderne. Auparavant, les astronautes s'alimentaient presque exclusivement d'aliments lyophilisés. On retrouva aussi de la dinde en sauce au menu d'Apollo 11, fait 88. Au bowling, 3 strikes d'affilée s'appellent un turkey, une dinde. L'origine en est tout à fait prosaïque. À la charnière des 19e et 20e siècles, les propriétaires de salles de bowling américaines récompensaient, dans les jours précédant Thanksgiving, celui qui réalisait 3 strikes de suite avec une dinde vivante. Les dindes ont depuis longtemps disparu des salles, mais le terme est resté et se pratique aujourd'hui dans le monde entier, y compris dans les clubs francophones, où l'on parle parfois d'avoir fait une dinde, fait 4,29. En anglais, cet oiseau a offert à la langue toute une série d'expressions, presque toutes péjoratives. Cold turkey, arrêter net une habitude. Talk turkey, parler, franchement, cash, et turkey tout court désigne un échec, un film raté ou une personne peu futée. En français, la même logique s'applique dindon de la farce pour désigner celui qu'on a berné, fier comme un dindon pour la vanité un peu ridicule. Aucune langue au monde, semble-t-il, n'a fait de cet oiseau un compliment. Et pourtant, rappelons-le, il s'agit d'une créature qui court presque à la vitesse de Bolt et distingue plus de couleurs que nous. Fait 90. Le mythe le plus tenace sur les dindes veut que, sous la pluie, elles lèvent la tête vers le ciel et se noient en s'étouffant. C'est faux. Une dinde en bonne santé supporte parfaitement la pluie. Ce mythe repose toutefois sur un fond de vérité. Certaines lignées domestiques présentent un trouble neurologique héréditaire qui fait que l'oiseau lève la tête et se fige dans cette posture. Cela ressemble exactement à ce que décrit l'anecdote, mais ces oiseaux ne s'étouffent pas par curiosité pour le ciel, ils sont malades. Les oiseaux en bonne santé ne se comportent jamais ainsi. Fait 91. Le second grand mythe concerne la somnolence qui suit le repas de fête qu'on attribue au tryptophane contenu dans la viande de dinde. Le tryptophane y est bel et bien présent exactement dans les mêmes proportions que dans le poulet, le porc ou le fromage. La somnolence après un repas de fête s'explique de façon beaucoup plus prosaïque. Une portion gigantesque, une abondance de glucides, de l'alcool, et le fait d'être resté assis sans bouger pendant 3 heures. La dinde n'y est pour rien. On l'accuse simplement parce qu'elle trône au centre de la table
et ne peut pas se défendre. Fait 92. Parlons maintenant du second oiseau de la planète, celui dont presque personne n'a entendu parler. Le dindon ocellé ne vit que sur la péninsule du Yucatan et dans les régions voisines du Belize et du Guatemala. Il est plus petit. Le mâle pèse environ 5 kg, la femelle environ 3. Ni l'un ni l'autre ne porte de barbe, mais il possède quelque chose que la dinde ordinaire n'a pas. Une queue constellée de motifs ronds, des ocelles bleu-brun cerclés d'or, comme sur une queue de paon. Sa tête est d'un bleu intense, couverte de nodules orange et rouge. On dirait que c'est un artiste qui l'a inventé, à qui on aurait dit « Fais-moi une dinde, mais jolie », fait 93, et son chant est différent. Le mâle du dindon ocellé ne glougloute pas au sens habituel du terme. Son chant nuptial commence par 6 ou 7 coups sourds et graves, presque comme un tambour, rappelant le bruit d'un moteur qu'on met en marche. Les coups s'accélèrent, montent en intensité, atteignent leur apogée, puis l'oiseau tend le cou et émet une série de sons aigus et mélodieux. Il commence environ 20 à 25 minutes avant le lever du soleil. La forêt tropicale s'éveille au son de ce chant. Fait 94. L'aire de répartition du dindon ocellé est minuscule, environ 130 000 km², à peu près la superficie de la Grèce. On estime sa population entre 20 000 et 50 000 individus, et l'espèce est classée quasi menacée. Les causes sont classiques, chasse et déforestation au profit de l'agriculture. Les données précises sont difficiles à obtenir, car l'oiseau est discret et vit dans des régions peu accessibles. Pendant que la dinde ordinaire arpente triomphalement la planète par milliards, son unique cousine s'éteint doucement sur une seule péninsule, fait 95. Il existe des oiseaux nommés d'après la dinde qui n'en sont pourtant pas. L'urubu à tête rouge, appelé Turkey vulture en anglais, doit son nom à sa tête rouge et dénudée et à son plumage sombre. De loin, il ressemble effectivement à une dinde. Et le talégal, appelé aussi brush turkey en Australie, appartient à une toute autre famille. Il est célèbre pour ne pas couver ses œufs lui-même, mais pour construire avec des feuilles un immense monticule de compost dont il règle la température en remuant la matière avec son bec. De vraies dindes, il n'en existe toujours que 2 espèces. Fait 96. Des populations retournées à l'état sauvage de dinde ordinaire existent aujourd'hui bien au-delà de sa patrie d'origine. L'oiseau a été introduit et relâché en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Australie, sur diverses îles. Par endroits, il s'y est établi et vit de façon totalement autonome. Biologiquement, cette espèce s'est donc révélée bien plus adaptable qu'on ne pourrait l'attendre d'une simple poule domestique choyée. Donnez-lui une forêt, des glands et de grands arbres, et elle redevient un oiseau sauvage en quelques générations à peine. Fait 97. L'échelle de l'élevage moderne dépasse l'entendement. Rien qu'aux États-Unis, on consomme environ 46 millions de dindes en une seule journée pour le seul repas de Thanksgiving, fin novembre. 46 millions, c'est comme si toute la population d'un grand pays européen disparaissait en une seule journée. Et ce n'est là qu'une seule fête, dans un seul pays, sans compter Noël, sans compter l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, ni le reste de l'année. Fait 98. Pourtant, en Amérique du Nord même, la dinde sauvage connaît de nouveau des difficultés ces dernières années. Dans de nombreux États du Sud, les biologistes constatent un déclin des effectifs et une baisse du succès reproducteur. Il n'existe pas de réponse univoque. On débat de l'évolution de la structure des forêts, de la pression des prédateurs, du climat pendant la période de nidification, des maladies, de la pression de chasse. Les discussions se poursuivent encore aujourd'hui. Cette histoire, que tout le monde avait fini par considérer comme un triomphe achevé de la protection de la nature, s'avère en réalité être un chapitre encore en train de s'écrire. Fait 99. Terminons par ce qui nous a servi de point de départ. Cette posture du dindon fier, devenue symbole de la vanité vide, est en réalité l'une des annonces les plus honnêtes qui soient dans le monde vivant. Le corps gonflé, l'éventail de la queue, le snood gorgé de sang, la tête enflammée. Rien de tout cela ne peut être simulé par un individu malade, épuisé ou infesté de parasites. L'organisme, tout simplement, n'en aurait pas la force.
La dinde est incapable de bluffer. Contrairement, disons, à nous, qui avons inventé l'expression fier comme un dindon pour désigner une créature physiquement incapable de faire semblant. Fessant, nous avons pris le plus grand oiseau des forêts américaines, celui qui court comme un sprinter, qui décolle comme une fusée, qui reconnaît ses proches à la voix et qui se sacrifie pour la descendance de son frère. Nous l'avons dispersé sur tous les continents. Nous lui avons donné des noms qui ne lui appartenaient pas. Nous lui avons retiré le vol. Nous lui avons retiré la capacité de se reproduire naturellement. Nous avons réduit sa vie de 10 ans à 4 mois, et après tout cela, nous avons choisi son nom pour désigner la bêtise et la vanité. Nous l'avons presque effacé de la surface de son propre continent, puis nous avons passé un demi-siècle à l'y ramener, un oiseau à la fois, à l'arrière d'un camion. La dinde n'est pas l'histoire d'un oiseau bête. C'est notre histoire à nous, racontée avec des plumes qui ne sont pas les nôtres. Vous savez ce qu'il y a de plus inconfortable dans tout cela ? Nous aimons beaucoup chercher des miroirs dans la nature. Nous nous émerveillons de l'intelligence des dauphins, de la ruse des corbeaux, de la mémoire des éléphants, de la fidélité des loups. Nous reconnaissons volontiers en nous-mêmes ce qui est beau et fort, mais quand le miroir nous renvoie quelque chose de moins flatteur, nous préférons ne pas le voir, et par précaution, nous le traitons de bête. La dinde est exactement ce genre de miroir. On y trouve tout ce que nous nous attribuons comme un mérite. Une communication élaborée, la mémoire des visages et des voix, la transmission aux plus jeunes, des liens familiaux qui durent toute une vie, la disponibilité à se sacrifier pour un proche. Et en même temps, ce miroir reflète tout ce que nous faisons subir à un être vivant dès qu'il tombe entre nos mains. L'accélérer, le grossir, lui retirer le vol, lui retirer la reproduction, raccourcir son existence. Elle porte notre histoire, économique, religieuse, linguistique, plus densément que presque n'importe quelle autre créature de la planète. Les dindes sauvages vivent sur leur continent depuis plusieurs millions d'années. Elles ont vu les mammouths et les tigres à dents de sabre dans les fosses de La Brea. Elles ont survécu aux glaciations, aux Aztèques, aux Espagnols, aux colons, à la chasse commerciale qui les avait réduites à 30 000 individus. Et elles sont toujours là. 7 millions d'oiseaux qui, chaque matin, se laissent lourdement glisser de leurs branches dans l'herbe mouillée et recommencent leur journée. Alors, la prochaine fois que vous voudrez dire de quelqu'un qu'il est fier comme un dindon, souvenez-vous, derrière cette expression se cache un oiseau capable de tout ce qu'on ne lui a jamais reconnu et qui, contrairement à nous, est physiquement incapable de faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Si ces informations vous ont été utiles, je vous serai reconnaissant de votre soutien. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Planète Sauvage. La prochaine vidéo va sûrement vous surprendre. À très bientôt.